Voilà, donc nous sommes encore le 28 janvier 2017. Donc vers la fin de la vidéo précédente, j'ai fait 3 fautes dans la matrice de F de la base B vers la base C. Alors, donc F de E31, enfin je vous rappelle que E31 en fait c'est la matrice qui contient des 0 sauf sur la première colonne, troisième ligne. Donc normalement tout est bon, sauf que la somme des coefficients diagonaux sur la diagonale principale c'est 0, et la somme des coefficients sur la diagonale secondaire ça donne 1. D'accord? Enfin oui, le 1, enfin, dans la vidéo précédente j'ai bien écrit 1, sauf qu'ici j'ai mis 1. Non, vous mettez donc 0, vous rectifiez. Maintenant pour E33, donc il y a des 0 sauf sur la troisième ligne, troisième colonne, nous avons un 1. Donc la somme des coefficients sur la diagonale principale ça donne bien 1. Et la somme sur des coefficients sur la diagonale secondaire c'est 0. Très bien. Allez, je passe maintenant à la question suivante, à la question 3. On note G l'ensemble des matrices A d'ordre 3 à coefficient réel tel que, c'est-à-dire nous avons S1 de A est égal à S2 de A est égal à S3 de A, tac 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 jusqu'à S8 de A. Question, montrer que G est un sous-espace vectoriel de M3 de R. Alors, pour faire simple, on va utiliser la définition. Donc, je commence, G est inclus dans M3 de R, puisque toute matrice de G est une matrice d'ordre 3. Ok. Maintenant, on essaie de montrer que l'élément nul de M3 de R se trouve dans G. Alors, donc, S1 de l'élément nul, enfin, je vais appeler M3 de R, je vais l'appeler l'espace E pour faire simple. Donc, S1 de 0 de E, c'est S2 de 0 de E, est égal à S3 de 0 de E, est égal à S4 de 0 de E, est égal à S5, est égal à S6, est égal à S7, est égal à S8, est égal à 0. C'est simple, c'est la matrice qui contient que des zéros sur ses coefficients, donc en fait toutes ces quantités sont nulles. Alors 0 de E appartient à G, donc G est différent de l'ensemble vide. Maintenant on va montrer que G est stable par les deux lois, la loi interne et la loi externe. Donc soit lambda de R, soit A une matrice de G, soit B une deuxième matrice de G. Et montrant alors que lambda fois A plus B reste dans G. Donc l'idée, on va prendre en fait deux matrices de G, et bien sûr un scalaire lambda, on essaie de montrer que lambda A plus B reste dans G. C'est-à-dire que la matrice lambda A plus B vérifie cette égalité. S1 de lambda A plus B est égal à S2 de lambda A plus B est égal à S3 de lambda A plus B. J'ai oublié de mettre le chronomètre. Oui, start. Ok. Donc montrons alors que lambda A plus B appartient à G. Donc je commence par exemple par montrer que S1 de lambda A plus B est égal à S2 de lambda A plus B. Donc je commence en fait, par la définition. A, 1 de lambda A plus B est égal à 1 de lambda A plus B. Donc je commence en fait, donc je commence par la définition. A, 1 de lambda A plus B est égal à 1 de lambda A plus B. Donc je commence en fait, donc je commence par la définition. A, 1 de lambda A plus B est égal à 1 de lambda A plus B.
par la définition d'appartenance de A à G. A appartient à G signifie que S1 de A est égal à S2 de A est égal à tac 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 jusqu'à S8 de A. Pareil pour G. Pour B. B appartient à G signifie S1 de B est égal à S2 de B. Donc quand j'écris la définition, en fait, j'ai le droit d'utiliser une équivalence. Ou si seulement si. D'accord? S8 de B. Maintenant, on va évaluer S1 de lambda A plus B. Mais nous avons vu depuis les questions précédentes, je vous montre en fait juste la question. Oui, depuis la question 2A, que les SK, enfin S1, S2, S3 jusqu'à S8 sont linéaires. Donc on va écrire donc S1 de lambda A plus B directement est égal à S1 de A plus S1 de B par linéarité de S1 d'après, car on ne va pas perdre notre temps et répéter en fait une démonstration. La question 2A. Or, S1 de A, c'est égal à S2 de A. Et S1 de B, c'est S2 de B. Donc, et S2 est linéaire, donc en fait j'obtiens ça. Par linéarité de S2. Donc on fait de même, on montre, enfin bien sûr ça sert à rien de répéter cette démonstration 7 fois, on montre que S1 de lambda A plus B est égal à S3 de lambda A plus B qui est égal à S4 de lambda A plus B est égal à S8 de lambda A plus B. Donc, lambda A plus B appartient à G. Je mets ici 3 étoiles. Je viens ici, je mets 2 étoiles. Et ici, je vais mettre une étoile. D'après ces 3 résultats, G est un sous-espace vectoriel de M3 de R. Maintenant, on passe en fait à une question sur une égalité ensembliste montrant que G inter E est égal au noyau de F. Donc on note qu'R de F, le noyau de l'application linéaire, ok, d'accord. Merci pour la définition. Mais on sait bien que R de F est le noyau de F. Donc, 12. Donc juste j'ai besoin en fait du nom de la question, numéro de la question. C'est la question 3B. C'est la question 3B. Donc, tout d'abord, on remarque en fait que nous avons affaire à une égalité ensembliste, c'est-à-dire entre deux ensembles. Donc pour montrer cette égalité ensembliste, on va procéder par double inclusion. C'est-à-dire, on va tout d'abord montrer que cet ensemble est inclus dans cet ensemble, puis montrer que cet ensemble est inclus dans l'autre ensemble. D'une manière générale, quand il y a en fait une démonstration par double inclusion, il faut commencer, ou bien je vous conseille de commencer par l'inclusion la plus simple, car il existe en fait une inclusion triviale simple, donc on commence par cette inclusion pour gagner les points. Alors, bon, je veux préférer de commencer par la première inclusion. Donc, procédant par double inclusion, donc montrant
que G inter E est inclus dans le noyau de F. Alors, on va prendre un élément de G inter E, et le but du jeu est de montrer que cet élément appartient à un quart de F, c'est-à-dire montrer que F de A est égal à 0, attention, de R8. Voilà, donc on va commencer ici et on va arriver ici. Allez, A appartient à G inter E implique que A appartient à G et A appartient à E. Allez, qu'est-ce que ça veut dire A appartient à G? Non, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire A appartient à E? A appartient à E est simple, c'est-à-dire S7 de A est égal à 0. Donc A appartient à E, c'est-à-dire S7 de A est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire A appartient à G? Bien, A appartient à G, c'est-à-dire que S1 de A est égal à S2 de A est égal à tac 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 jusqu'à S8 de A. Bien sûr, enfin, je vais mettre S7 de A exceptionnellement, puisque S7 de A est égal à 0, ce qui implique que S1 de A est égal à S2 de A est égal à S3 de A est égal à tac 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 tac, S8 de A est égal à 0. Voilà, tout le monde dit nul. Donc en fait, ce vecteur, le vecteur S1 de A, virgule S2 de A, jusqu'à S8 de A, s'identifie avec le 0 de R8. Donc tout simplement, donc voilà, donc F de A est égal à 0 R8, voilà, donc A appartient à quel F? A appartient à cet ensemble, implique A appartient à cet ensemble, donc G inter E est inclus dans le noyau de F. On va maintenant montrer l'autre inclusion, montrant que F est inclus dans G inter E. Donc pareil, on va prendre un élément de l'ensemble à gauche et on va procéder par des implications pour montrer que cet élément se trouve dans G inter E. Allez, on commence. Donc soit A appartient à quart de F. Finalement, je pense que moi j'ai commencé par l'inclusion la plus compliquée. Bon, je pense que les deux inclusions sont faciles. Bon, moi je parle par rapport à l'algèbre des classes maths physique, MP. Bon, soit A un élément qui appartient à quart de F, et ben ça implique, j'ai le droit d'écrire signifie, mais puisque c'est une inclusion, il me suffit alors d'écrire une implication. Donc A appartient à quart F signifie, enfin implique que F de A est égal à 0 de R8. Ce qui implique que ce vecteur est égal à 0,008 de fois, donc j'écris S1 de A est égal à 0, S2 de A est égal à 0, tac 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 tac, jusqu'à S8 de A est égal à 0. Et puisque tous les SK sont nuls, donc S1 de A est égal à S2 de A est égal à S3 de A est égal à S8 de A, et je sors le S7 de A est égal à 0. Donc ça c'est la condition d'appartenance à G, et ça c'est la condition de l'appartenance à E. Implique A appartient à G, j'arrive pas à écrire G correctement, inter E. Donc le noyau de F est inclus dans G inter E. Donc
on fusionne les deux conditions. Cet ensemble est inclus dans cet ensemble. G inter E est inclus dans ker de F. Ker de F est inclus dans G inter E, donc G inter E est égal au noyau de F. Donc, voilà pour cette vidéo et merci pour votre attention.